Je sais ce que vous vous dites, que je suis complètement malade de vous dire que l'iPhone 15 Pro, il est pas assez cher. Il est hyper cher, c'est indécent de dire ça. Je sais que mon avis va vraiment pas être populaire, mais laissez-moi quand même le temps de vous expliquer ça. Ça fait plus d'un mois que j'utilise au quotidien l'iPhone 15 Pro et spécifiquement le Max. Et la vidéo que je fais aujourd'hui n'est pas vraiment un test où je vais vous parler du design, des caméras, etc. Je vais vous donner une opinion assez forte. Quand je dis que l'iPhone 15 Pro n'est pas assez cher, c'est que je pense qu'Apple aurait pu aller beaucoup plus loin cette année et proposer un iPhone 15 Ultra Pro beaucoup plus performant et forcément beaucoup plus cher. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Tim Cook, dans une réunion annuelle Apple, a dit que les études de marché montraient qu'une catégorie des acheteurs Apple était prêt à dépenser beaucoup plus cher pour leur iPhone à condition que celui-ci ait des performances à la hauteur. Un peu ce qu'ils avaient fait avec l'iPhone 10. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous dire surtout ce que j'ai adoré dans l'iPhone 15 Pro, mais aussi ce qui m'a frustré, ce qui m'a donné vraiment l'impression que Apple avait raté une occasion. Dans une partie de cette vidéo, je vais m'adresser aux pros, aux professionnels. Et notre sponsor aussi, puisque notre sponsor c'est Axonote, et Axonote s'adresse aux auto-entrepreneurs, aux freelances, aux dirigeants de PME et de TPE. Vous en avez un peu marre de faire votre compta sur un tableur Excel, vos factures avec Google Docs, il y en a de partout, et vous rêvez de pouvoir tout faire au même endroit, avec le même outil. Eh bien, Axonote est fait pour vous. Axonote va vous permettre de tout faire au même endroit, que ce soit la compta, mais aussi la gestion de projet, même la gestion des ressources humaines, gestion du stock, etc. Et tout ça de manière facile à prendre en main et flexible. Ça va vraiment s'adapter à votre activité, à votre entreprise. Bien sûr, Axonote utilise des normes de sécurité très élevées, mais toutes vos informations seront disponibles sur le cloud. Donc vous pourrez y accéder avec votre smartphone, avec votre tablette, votre ordinateur, que vous soyez en déplacement ou au bureau. En résumé, Axonote, c'est une plateforme de gestion d'entreprise globale qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Et bien sûr, si vous avez un problème, ils ont une plateforme technique à la hauteur. Et l'excellente nouvelle, c'est que moi, je peux vous dire du bien d'Axonote, mais le mieux, c'est que vous testiez. Et le test d'Axonote ne demande pas à mettre le numéro de carte bleue. Et ça, c'est important de le souligner, c'est un vrai test gratuit. Vous pourrez y accéder avec le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Et en plus, avec ce lien, vous pourrez aller jusqu'à moins 50% de réduction sur votre abonnement. En tout cas, nous, on remercie Axonote de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Bien sûr, pour parler de l'iPhone 15 Pro, il faut parler d'image, parce que si on choisit un modèle Pro, c'est pour l'excellence, le meilleur des caméras. Alors souvent dans cette vidéo, je vais parler de caméra au sens anglais du terme, c'est-à-dire à la fois appareil photo et caméra vidéo. Dans cette vidéo, vous allez voir beaucoup d'images et on aimerait en profiter pour remercier Elina, l'artiste Enae et Fazb Productions, et on vous conseille de les suivre sur Instagram. Et vous allez le voir, les images sont vraiment à la hauteur cette année. L'iPhone 15 Pro est un formidable outil professionnel pour l'audiovisuel. Et là, je me dois d'ouvrir une parenthèse parce que je sais, ça se reproduit chaque année, que certains vont me dire, mais Jérôme, un vrai vidéaste, un vrai photographe va prendre un vrai appareil photo ou une vraie caméra. Je pense que vous vous trompez. D'abord, des professionnels ou des amateurs éclairés de l'image ne travaillent jamais avec une seule caméra ou un seul appareil photo. Et beaucoup de créateurs d'images, dont nous, on aime avoir dans la poche une caméra très performante, en complément de notre matériel lourd. Et j'en veux pour preuve, aujourd'hui, il y a énormément de télévisions qui utilisent l'iPhone comme caméra principale pour les reportages. Et pourquoi? Parce que c'est une caméra très facile à utiliser, légère, mais surtout, elle est extrêmement discrète et on l'a toujours sur soi. Je referme la parenthèse, mais vous aurez compris qu'en tout cas, moi, j'estime qu'aujourd'hui, les iPhones sont des vrais outils pro pour l'audiovisuel. Et cette année, encore plus, Apple a vraiment multiplié les possibilités créatives de ces caméras. C'est un peu... fraise, framboise, myrtille. Incroyable, les gars. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, Apple réussit, comme les autres années, à faire quelque chose qui est assez merveilleux. C'est que vous preniez les photos avec l'ultra grand angle ou le téléobjectif, on a l'impression que ça vient du même appareil photo. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire et du coup, ça nous donne un plaisir photo qui est celui de pouvoir jouer avec les longueurs focales, de peaufiner ses cadrages et ça, c'est quelque chose qu'on aime vraiment bien faire. On a déjà l'ultra grand angle, je vais pas y passer beaucoup de temps parce que, soyons honnêtes, c'est la moins bonne des trois caméras. Ça marche bien en bonne luminosité, c'est un objectif sympa, moi j'aime l'utiliser, mais il s'effondre en basse lumière. Regardez sur cette photo, les nuages, ça devient une bouillie de pixels. Il permet de faire de la photo macro, et ça c'est bien, et c'est sympa, et les résultats peuvent être parfois intéressants. Là encore, il faut beaucoup de lumière pour que ça marche. Bref, on sent bien quand même que c'est la caméra que Apple va vraiment devoir travailler d'urgence l'année prochaine. Le grand angle, qu'on appelle la caméra principale, équivalent 24 mm, le 48 mégapixels, là Apple fait un truc assez intéressant, il crop sur le capteur
capteurs. Ça va nous permettre de choisir notre longueur focale en équivalence, bien sûr. 24 mm, 28 mm, 35 mm, jusqu'au 48 mm, qui est le x2, sans trop de compromis sur la qualité. Ce qu'il y a déjà d'intéressant, je trouve, c'est que Apple commence à parler de millimètres. Et pour les professionnels, nous, on a l'habitude, on sait ce qu'un 35 mm veut dire, ou un 24 mm, alors que x 1,2 ou x 0,5, ça veut rien dire. Les résultats sont vraiment au rendez-vous. Je trouve notamment que si on le compare à l'iPhone 14 Pro, le résultat est plus raffiné. Déjà, on a moins ces contrastes un petit peu exagérés qu'on avait reproché l'année dernière. Je trouve également que dans la photo computationnelle, Apple a mis quand même un curseur un peu plus vers le chaud, donc on a des choses plus chaleureuses. Donc on garde cette grande ouverture et une taille de capteur assez raisonnable qui va même nous donner du bokeh naturel si votre sujet est assez près. Et si vous voulez du faux bokeh, ce qu'on appelle le mode portrait, cette année, comme sur l'iPhone 15 standard, on va avoir ce nouveau mode portrait qui en fait va nous permettre plutôt à la fin, en post-production, de décider si on veut appliquer ce mode portrait ou pas. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, quand on prend un portrait, on n'est plus là à se demander est-ce que je le fais vraiment en mode portrait ou pas, on peut choisir après. En basse luminosité, ça reste de la basse luminosité façon Apple. C'est-à-dire que vos photos de nuit vont ressembler à des photos de nuit. Ils n'ont pas trop poussé le curseur du computationnel pour faire des bâtiments qui apparaissent comme en plein jour. Je vous montre ici des exemples où j'ai enlevé le mode nuit et où je le mets. Vous verrez la différence. Ce que j'ai bien aimé cette année, c'est que je trouve que Apple est devenu un petit peu meilleur à respecter les carnations, c'est-à-dire les couleurs chères, en basse luminosité. Le lidar va aider aussi au mode portrait en basse luminosité. Alors, on a toujours le problème des lens flares, ces petites lumières parasites. On l'a quand même moins que l'année dernière. C'est pas un test scientifique, mais je vous montre comparativement le soleil de face au même endroit. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de lumière parasite sur le 14 Pro. Et on arrive finalement au téléobjectif. Le téléobjectif, c'est pour ça qu'on prend un Pro. Alors, si vous prenez l'iPhone 15 Pro taille standard, vous aurez le même téléobjectif, la même longueur focale que l'année dernière. C'est un x3, équivalent 77 mm. Il est très bien. En dehors du computationnel, moi, je vois pas énormément la différence par rapport à l'année dernière, mais il est quand même assez génial pour faire du portrait. 77 mm, c'est une chouette longueur focale. Mais la vraie grosse nouveauté, c'est bien évidemment ce x5. Là, on est à un équivalent 120 mm. 120 mm en photo traditionnelle, c'est quand même des objectifs très très longs. Donc Apple, ils ont fait la technologie périscope, mais eux, ils ont plié le périscope, ce qui s'appelle un tétraprisme. Et Apple nous dit qu'il était quand même trop gros, donc ils n'ont pu le mettre que dans le Max. Moi, j'y crois pas trop à cette explication. Je pense plutôt que Apple n'a pas eu le temps de produire assez de tétraprisme pour les mettre dans les deux tailles d'iPhone Pro. Et ce 120 mm x5 tétraprisme est vraiment très réussi. Apple a fait le choix de rester un petit peu raisonnable, de pas partir sur du 240 mm, mais du coup en gardant une grande ouverture et une taille de capteur acceptable. Et les résultats sont vraiment bons et ils m'ont même bluffé. Surtout en mode portrait, parce que là on a une compression du fond. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'on a moins d'éléments dans le fond et le sujet ressort mieux. Et en vidéo, on a une nouvelle stabilisation pour cette longueur focale-là qui donne de très très bons résultats. J'ajouterais au niveau photo spécifiquement que j'aime beaucoup l'arrivée du HEIF Max. C'est un espèce de format compromis entre le Pro RAW qui lui est énorme, mais qui permet d'exploiter le 48 mégapixels. Donc en photo spécifiquement, les résultats sont là, mais à mon avis, ça mérite pas de changer d'iPhone si vous faites que de la photo et que vous avez un 12, un 13, un 14, ils sont encore très bons. Ne passez pas au 15 Pro. Par contre, là où vous allez voir une grosse différence, c'est au niveau de la vidéo. Peut-être pas forcément sur les vidéos normales, les vidéos souvenirs, les vidéos de vacances. Là, les résultats sont vraiment très bons, mais ça change pas énormément. Non, en fait, là où il y a eu des gros changements en vidéo, c'est plutôt sur les modes pro de chez pro. En fait, c'est même à se demander pourquoi Apple a mis ça dans un appareil qui est fait pour le grand public. Ça transforme l'iPhone 15 Pro vraiment en power tool de l'audiovisuel. D'abord, il y a l'arrivée du log. Le log, c'est un profil vidéo assez particulier dans lequel il n'y a pas trop de computationnel, c'est-à-dire que les contrastes, la netteté, etc. ne sont pas calculés par le processeur, on les calculera plus tard en post-production, ce qui donne cette image presque noir et blanc. Et ça, c'est un intérêt, comme on libère de la puissance du processeur, le processeur peut se concentrer sur ce qui est impossible à faire en post-production, c'est le travail sur l'exposition de l'image, haute lumière, basse lumière. En gros, l'image va être plus dynamique. Et en fait, ce qu'on cherche en faisant ce log, c'est avoir une image plus brute, plus
malléable. Pourquoi ça? C'est parce que ça va permettre de mélanger des vidéos qui viennent d'un iPhone avec des vidéos qui viennent d'autres caméras. Un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les professionnels de l'image. On travaille avec plein de caméras différentes, mais après au montage, il faut tout qu'on rassemble et que c'est le même profil de couleur. Et le deuxième changement très important, c'est enfin un USB rapide. Depuis l'iPhone 13 Pro, Apple propose un format qui s'appelle le ProRes 422. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est un codec extrêmement puissant, très utilisé dans la profession, qui est très malléable du coup en post-prod, mais du coup qui est très peu compressé, donc énorme. Et en fait, le problème, c'est que jusqu'ici, on pouvait pas vraiment l'utiliser. Il était trop lourd et le transférer de l'iPhone vers un ordinateur de montage prenait beaucoup trop de temps. En fait, Apple a profité du passage de l'USB-C pour mettre un nouveau standard USB qui est l'USB 3, qui permet des vitesses de transfert beaucoup plus rapides des fichiers et qui nous permet enfin de vraiment utiliser l'iPhone dans une production professionnelle. Et en fait, le troisième gros changement découle de ce deuxième. Avec le passage à l'USB-C, l'iPhone est compatible avec beaucoup plus de périphériques qu'on utilise, que ce soit des micros, des caméras de contrôle et également de pouvoir enregistrer directement sur des SSD. À ce propos, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va bientôt faire une vidéo avec les meilleurs périphériques USB-C pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Pouvoir enregistrer sur un SSD externe est vraiment un game changer pour la profession et je serais absolument pas surpris de voir dans des boîtes de prod des iPhone 15 Pro rigués, c'est-à-dire avec des cages autour, un SSD branché dessus, le micro, et ça en fait des caméras du coup vraiment idéales pour ce qu'on appelle la production légère, le run and gun dans le métier, discret, beaucoup d'autonomie et des caméras qui ne font peur à personne. Donc là vous vous dites, mais Jérôme, tu l'as trouvé donc génial cet iPhone 15 Pro, pourquoi tu nous dis qu'il devrait être plus cher? Parce que je pense que Apple aurait pu faire encore mieux et encore plus pro. Déjà, il y a quelque chose qui va pas, c'est le choix forcé entre le x3 et le x5. Le x5, je vous ai dit à quel point je l'ai adoré. Mais le problème, c'est que parfois, j'étais un peu trop près de mon sujet et reculer n'est pas toujours possible. Surtout quand vous êtes dans le port de Vannes, ça se termine mal, on fait plouf dans le port, bon, il est IP68, mais moi, j'ai pas envie d'être mouillé. Du coup, dans ces occasions-là, moi, j'aimerais faire du x3, du 77 mm. Or, le problème, c'est qu'avec le Max, si je me mets en 77 mm, bah là, ça devient un crop sur le capteur qui est trop important. Donc, la qualité va être beaucoup moins bonne qu'un x3 que je pourrais faire avec l'iPhone 15 Pro taille standard. Vous me suivez? Donc, en fait, moi, ce que je veux, c'est un iPhone 15 Pro avec le x3 et le x5. Et là, vous me dites, Jérôme, tu demandes n'importe quoi, ils ont pas la place pour mettre 4 objectifs. Et Samsung, ils l'ont bien fait. Hein. Mais en fait, je trouve qu'il y a un problème même plus important, c'est que cet iPhone 15 Pro a le cul entre deux chaises. Il est pro, mais pas tout à fait pro, et on le ressent vraiment dans l'application appareil photo. Je disais tout à l'heure que c'était bien qu'ils aient mis les millimètres, mais de temps en temps, on les a pas. Quand on clique sur x2, il nous indique pas 48 mm. On doit toujours passer par les réglages quand on veut mettre le log. On n'a aucun outil vraiment professionnel dont on sert pour filmer, même pas un contrôle du volume. Apple nous dit qu'on va pouvoir filmer en spatial vidéo pour le Vision Pro, mais on n'a pas eu ça à la sortie. En fait, il faut vraiment qu'Apple développe d'urgence une application pro à la hauteur du hardware qu'ils mettent là-dedans. Alors, je sais, il y a des applications tierces, genre Halid pour la photo ou Blackmagic Camera qui vont compenser ce manque. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du natif. Moi, ce que je veux, c'est que Apple me sorte un vrai ultra pro, une caméra avec les 4 objectifs embarqués, comme je l'ai dit, peut-être même quelque chose de carrossé avec une mini griffe pour accrocher des accessoires, genre un micro, un gros bouton action pour pouvoir déclencher ou même qui serait multipression pour faire des actions différentes avec sa caméra. Peut-être qu'Apple aurait pu sortir des accessoires, peut-être en collaboration, mais des accessoires vraiment faits pour les vidéastes. Des disques durs SSD MagSafe, il n'y a plus qu'à brancher. Des batteries MagSafe empilables pour pouvoir filmer pendant 9 heures avec ça. Alors oui, peut-être que ça en aurait fait un produit pour une clientèle très restreinte. Certes, une clientèle professionnelle qui aurait pu payer avec leur boîte une espèce de caméra iPhone beaucoup plus performante. Et c'est pour ça que je peux pas arrêter mon analyse ici. Il y a également, à mon avis, une autre clientèle qui pourrait être intéressée par un iPhone 15 Ultra, et cette clientèle serait beaucoup plus large. Et là, en fait, on va parler un petit peu du processeur et des performances. Apple, cette année, a jugé bon de rajouter Pro sur son processeur, et le Pro vient d'un GPU plus puissant. Et clairement, cette année, un iPhone 15 Pro a la puissance d'une console de salon. Et je ne parle pas de jeux mobiles, je parle de gros jeux AAA, des jeux qui tourneraient sur PC, sur PlayStation, sur Xbox, avec du ray tracing, un
Neural Engine qui va nous permettre de faire du upscaling. Alors Apple nous a dit oui, ça arrive. Vous allez avoir The Division, vous allez avoir Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage sera le même sur iPhone que sur une console, mais pour l'instant on n'a rien. Et c'est là où je trouve qu'il y a une occasion ratée. Je veux dire, Apple a suffisamment d'argent pour avoir peut-être signé même des exclusivités ou des sorties anticipées de jeux. Et Apple, avec un meilleur timing, aurait pu sortir un iPhone 15 Ultra, vraiment taillé comme une console de salon portable, avec des licences fortes derrière. Moi, ce que je veux, c'est du Baldur's Gate 3, c'est du Starfield, c'est du Spider-Man 2. Ah non, c'est Sony, ça passerait pas. Ils auraient peut-être pu ajouter un multiconnecteur pour imaginer un dock qui permet de transformer son iPhone en console de salon, voire même Apple qui se lancerait dans la fabrication d'une manette made in Apple. Je serais curieux de voir ce qu'ils pourraient proposer. On sent que Apple veut s'inscrire fortement dans le gaming. Ils veulent jouer du coude avec les grands noms du métier. Avec le processeur qu'ils viennent de mettre, l'iPhone s'inscrit un petit peu comme l'iPad et dans le Mac dans des machines qui seraient prêtes pour le jeu vidéo. Et je pense que certains seraient prêts à dépenser plus d'argent pour un iPhone gamer, un iPhone Ultra, sans compromis de puissance, et qui pourrait, en plus des fonctions de l'iPhone, remplacer une Switch ou une Steam Deck ou quelque chose dans ce genre-là. Alors je sais, je vais très loin quand même avec ces rêves d'un iPhone 15 Ultra. Je suis pas pour que la gamme Pro disparaisse, mais je pense qu'il y a de la place pour une offre supérieure. Le 15 Pro en lui-même, surtout avec les dernières mises à jour, il a une très grosse batterie, surtout dans le cas du Max, donc ça je suis content. La finition titane, moi je trouve que c'est très bien, on perd quelques grammes, toujours ça de bon à prendre. Il y a encore un débat, est-il plus fragile que le 14 Pro ou moins fragile? Moi tout ce que je peux vous dire, c'est que contrairement à ce que j'avais dit dans la prise en main, je vais le mettre bien sagement dans une coque protectrice. D'autant plus que je pense que c'est un iPhone qui a au moins 10 ans de vie, si Apple assure derrière. Et ça permettra à cet iPhone d'avoir une deuxième, une troisième, voire une quatrième vie. Et ça, vous savez que c'est des choses importantes pour nous sur la chaîne. Nous, on prône le Take Your Time, notre label. Et justement, pour parler du Take Your Time du 15 Pro, c'est moyen. iFixit a mis une note de 4 sur 10 sur la réparabilité. Il pénalise beaucoup Apple, notamment parce que Apple met des verrous logiciels empêchant certaines réparations. Mais comme on l'a dit dans la vidéo de l'iPhone 15, que je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu, il va falloir qu'Apple soit plus clair aujourd'hui sur le nombre d'années de mise à jour qu'ils veulent faire, que ça soit des mises à jour de sécurité ou des mises à jour d'OS. Mais malgré toutes ces qualités, cet iPhone, de l'avoir en main, me fait regretter qu'un iPhone 15 Ultra n'existe pas. Apple aurait pu frapper un grand coup, notamment dans un marché du smartphone qui ronfle et qui est en repli, en sortant un iPhone Ultra qui serait vraiment spécial, pas vraiment fait pour le grand public, mais pour les power users, les utilisateurs très exigeants, et disons-le aussi, comme la Ultra, pour les frimeurs. Un iPhone qui prouverait qu'il n'y a pas besoin d'être un smartphone pliant pour faire de l'innovation. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, personnellement, je serais prêt à payer plus cher pour un iPhone 15 Ultra. Enfin, ma boîte serait prête à payer plus cher. On voit bien des smartphones Android gamer à 1500 € et on voit également des caméras compactes à 1300 € qui, elles, n'ont pas de fonction de smartphone. Donc, c'est pas complètement déconnant à mon avis. Mais bien évidemment, si vous ne voulez pas me suivre dans ma folie des grandeurs, eh bien sachez qu'on a sorti un guide d'achat de l'iPhone en 2023 et ça commence à 300 €. Oui, il y a des iPhones à 300 € aujourd'hui qui en valent tout à fait la peine. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.